Ce soir, nous allons terminer notre émission musique avec du slam, avec notre inattendu Grand Corps Malade pour son premier album, Midi 20. Grand Corps Malade, bonsoir. Alors, ce Grand Corps Malade a une histoire. Hein. Vous êtes né à Saint-Denis, vous êtes né en 77 et puis vous vous destiniez à être professeur d'éducation physique et vous avez eu un accident. Ouais, j'ai eu un accident où je me suis cassé une vertèbre cervicale et à la suite de ça, je me suis retrouvé heureusement momentanément paralysé et puis voilà, j'ai bien récupéré et voilà, j'ai quelques séquelles et quelques parties du corps qui restent un petit peu à la traîne. Alors, vous en parlez dans votre texte, vous dites à un moment, on dit à ma mère, votre fils ne remarchera plus. Ouais, bah c'est vrai. Voilà, les médecins se sont un peu précipités pour le diagnostic et à la base, le diagnostic était très pessimiste. Bah, je suis content de les avoir fait mentir. Hein. Alors, on va parler un peu du slam parce qu'on ne connaît pas forcément. Alors, je veux dire, qu'est-ce que c'est que le slam? Ça a des règles, ça a autant de définitions que de slammers, ce que vous voulez? Ouais, c'est ce que je dis. Et voilà, il n'y a pas vraiment de définition du slam. Le seul code à peu près qu'on peut retrouver, c'est que c'est le fait de dire un texte a cappella. Ouais. Et puis aussi, bah voilà, tout ce qui va derrière le texte, c'est-à-dire l'émotion, la tristesse, la joie, l'humour, etc. Ouais, un univers urbain, vous dites c'est une poésie urbaine, c'est inséré dans les villes. Vous, c'est Saint-Denis, par exemple. Ouais, enfin moi, c'est un slam urbain, puisque voilà, je viens de milieux très urbains. Ouais. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de slammer si on est à la campagne, quoi. Donc c'est une sorte de poésie moderne. Donc la mienne est urbaine, mais d'autres slammers, ce sera pourquoi pas rural, quoi. Ouais. Alors quand on est slammer, alors où est-ce qu'on se produit? Parce qu'il y a des petits cafés, des endroits publics entre les copains, mais alors il y a tout un réseau comme ça un petit peu. Ouais, il y a un vrai réseau underground, il y a un vrai réseau souterrain où il y a plein de petits cafés, pas forcément connus, des fois tout petits, où il y a des scènes slam, des scènes ouvertes. L'essence du slam, c'est ça. Alors comment on passe de la scène, donc la performance live, à l'album? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut une rencontre? Ouais, voilà, c'est une succession de rencontres. J'ai d'abord rencontré un slammer qui s'appelle S. Petit Nico, qui est entre autres slammer, mais aussi surtout musicien, compositeur. Ouais. Et puis voilà, on avait cette petite démo de texte en musique. Et puis derrière, j'ai rencontré Jean Rachid, un comédien qui aujourd'hui est mon producteur. Et voilà, par une succession de rencontres, on se retrouve à avoir un disque. Alors, vous disiez, je trouve ça très très sympa, qu'il y a des gens importants. Alors, on va pas le dire, mais ils sont au comptoir. Hein, ça fait un petit peu. Je ne connais pas du tout. Il y a Edouard Baird derrière. Je ne sais pas, un garçon dont, paraît-il, vous auriez participé à un de ses spectacles. Ah, il est là. Salut. C'est bon, ça va. Merci, merci. Ça doit de l'argent. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé dernièrement? Il s'est passé des choses violentes, et particulièrement même sur cette place et à Saint-Denis. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre fenêtre ou au milieu des gars? Bah, je trouve ça forcément grave et triste. Je suis pas un spécialiste de la question politique du CPE et je suis jamais rentré dans le détail de ce que proposait ce projet, mais je me sens forcément concerné parce que voilà, le CPE, ça concerne pas mal de gens qui m'entourent, etc. Après, tu voulais dire quelque chose, Edouard? Dans le CPE, il faut choisir les lettres qu'on n'aime pas. Tu peux pas dire du mal du CPE. Le C, c'est pas bien, le P, c'est... Tu vas dire, sois correct, je veux dire. Il y a un moment... Ah, c'était une blague. Mais évidemment, on est dans l'humour. Bravo, il est fort, c'est là. On va maintenant vous écouter. Hein. Vous avez, je crois, choisi un de vos slams que vous allez peut-être faire debout. Ouais, ça marche. Alors c'est Vue de ma fenêtre. Hein, et justement, on en parlait. Et qu'est-ce qu'on voit de votre fenêtre? Voilà. Vue de ma fenêtre, il n'y a que des bâtiments. Si je te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens. Et puis pour voir un bout de ciel, il faut se pencher, franchement. Vue de ma fenêtre, il y a des petits qui font du skate. Ça fait un bruit, t'as mal à la tête. Puis il y a des gars en bas qui galèrent. Ils sont là, ils font rien, ils prennent l'air. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Vue de ma fenêtre, il y a vachement de passages. De Carrefour à la mairie, je vois des gens de tout âge. Du métro à la boulangerie, je vois toutes sortes de visages. Je suis aux premières loges pour les arrachages de portables. J'ai une vue très stratégique. Si j'étais une poucave, je louerais mon appart comme planque aux flics. Vue de ma fenêtre, il y a le Café de France, juste en bas, à 2 pas. Il est tenu par des rebeux, je te jure, ça s'invente pas. Il y a des meufs bien coiffées qui viennent prendre un café. Il y a des petits couples sereins qui viennent boire un coup avant d'en tirer un. Et il y a des gentils poivreaux qui viennent oublier leur galère dans la bière. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Au beau jour, ils mettent même des tables en terrasse. Vue de ma fenêtre, il y a plein de monde, au soleil, c'est la classe. Et comme je vois tout de ma planque, comme un keuf, mes potes m'appellent avant de venir pour savoir s'il y a de la meuf. Vue de ma fenêtre, celui que je vois le plus souvent, c'est Ludo. Il est gentil, mais quand tu le croises, c'est pas forcément un cadeau. Si tu le supportes pendant 1 heure, je te jure, t'es costaud. C'est le mec qu'on appelle la cerise sur le ghetto. Vue de ma fenêtre, c'est pas de la télé-réalité, ni un sitcom d'AB Productions. Et je vois pas mal de gens qui trient, mais voient la vie comme une sanction. Et même si face à la galère, ils préfèrent se taire, ils mettent pas de genoux à terre et le poing en l'air, ils restent fiers.
surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Parce que oui, vu de ma fenêtre, je vois pas mal d'espoir. Quand je vois le petit blond jouer au foot avec le petit noir, quand je vois des gens qui se bougent, quand je vois des gens qui se mettent des coups de pied au cul pour sortir de la zone rouge et pour que la vie vaille le coup d'être vécue. Quand je vois ces deux hommes qui boivent un coup ensemble en riant alors qu'ils sont soi-disant différents. Parce que l'un dit shalom et l'autre dit salam. Mais putain, il serre la main, c'est ça l'âme de mon slam. Je prends ça comme un bon signe. C'est peut-être un espoir infime, mais je te jure que je l'ai vu, c'est pas pour la rime. Bon, c'est vrai que vu de ma fenêtre, je vois aussi la galère, la misère, les suicidaires et les retours au pays en charter. Mais je suis un putain de rêveur, un grand optimiste. C'est une philosophie qui me suit. Alors je me dis que ça peut s'arranger. J'espère donc je suis. Vu de ma fenêtre, il y a que des bâtiments. Si je te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens. Et puis pour voir un bout de ciel, il faut se pencher, franchement. Mais vas-y, viens chez moi, on regardera par la fenêtre. Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Ouais. Voilà, moi je crois qu'on a tous compris pourquoi on doit écouter Grand Corps Malade, qu'on doit acheter cet album. Je le regardais, je l'ouvrais, j'avais envie qu'il y ait des paroles, je sais pas si... Il y a toutes les paroles. Il y a toutes les paroles, elles sont là, voilà. Le petit livret. Voilà, il y a un petit moi livret. c'est avant tout du texte, Ouais. et pour moi c'était important. Bon. Il y a 16 textes, 16 morceaux, il y a les paroles des 16. Ouais. Voilà, moi ça m'a fait très plaisir. Moi je dois dire tout simplement que pour moi Grand Corps Malade c'est sûrement une des plus belles façons, une des plus émouvantes façons de parler de la cité, de la banlieue et de tout. Il y a aussi d'autres choses, hein. Je parle pas que de ça. Bien sûr. Je parle aussi de thèmes beaucoup plus universels. Ouais. Mais tu en parles, si je peux me permettre, très bien. Merci beaucoup. Merci Vraiment. Daniel. Merci beaucoup. Moi, je rappelle Grand Corps Malade, Midi 20. Alors on n'a rien dit sur le titre. Midi 20, c'est pour tout un chacun, je leur dis, essayez d'imaginer que votre vie fait 24 heures et posez-vous la question. Il est quelle heure pour vous en ce moment? Pour Grand Corps Malade, il était midi 20. Alors, Cigale, 15 et 16 mai? Ouais, c'est ça. Bon. À moitié a cappella, à moitié avec des musiciens sur scène. Mais toujours avec cette belle voix. Merci. Ah, je te resserre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ce soir, notre performance sera assurée par Grand Corps Malade à l'occasion de la sortie de son album Enfant de la ville. Grand Corps Malade, si vous voulez le retrouver, c'est à l'Olympia les 22, 23 et 24 mai. Grand Corps Malade, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors je le dis, et c'est vrai, je suis très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. On s'est vu le 7 avril 2006, comme le temps passe. Grand Corps Malade est devenu grand. Merci beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses. Ce premier album, 700 000 exemplaires, l'Olympia, les tournées, mais toujours des tournées avec des retours à Saint-Denis, à la MJC, pour assurer les ateliers. Ouais, toujours, c'est important. On a essayé de monter une tournée qui nous permettait de pas être sur les routes 25 dates par mois et de pas savoir quel jour on est, de pas savoir où on habite. Donc du coup, à chaque fois, il y avait de très nombreux retours à Saint-Denis pour continuer les activités normales, pour continuer d'animer des ateliers slam avec des jeunes, comme tu dis, mais aussi avec des retraités. On fait du slam avec des petites mamies. Ouais, carrément, ça slame dur. Alors bon, cette aventure, elle est extraordinaire. En plus, quelque chose qui doit faire plaisir, les textes étudiés à l'école. Je suis très flatté de ça. J'ai appris qu'il y a des profs de français qui se servaient de mes textes, comme ils ont pu se servir d'autres textes avant, de rappeurs, tout ça. Mais donc je suis très content que mes petits textes écrits sur ma petite table se retrouvent à être étudiés par des élèves. Et puis j'ai même appris que dans certaines académies, c'était au bac français. Donc c'est quand même un itinéraire absolument faramineux. Alors quand on fait le deuxième, on n'a pas l'impression un peu de faire le plus dur là, que ça. En fait, moi je l'ai pas trop ressenti comme ça parce que j'ai continué à écrire très régulièrement. Je me suis pas dit tiens ça y est, il faut que j'écrive un deuxième album. Donc j'ai plein de textes que j'écris régulièrement. Donc tout au long de ces 2 années, j'ai même ressorti 1 ou 2 textes qui étaient antérieurs même au premier album. Donc du coup, j'ai pas senti de pression particulière en écrivant tout ça. Alors il y a des textes un petit peu différents. Je pense à Comme une évidence, qui est un texte, un très beau texte amoureux, qui dit la difficulté d'écrire quand on aime vraiment, c'est ça ? Bah ouais, c'est ça. Déjà, parce qu'on n'ose pas trop se livrer, il y a les potes qui vont chambrer, tout ça. Et puis surtout parce qu'un texte voilà d'un canard. Ouais, voilà. La fameuse expression être un canard. Voilà. Et puis aussi parce que, comme je le dis dans le texte, t'as pas droit à l'erreur. Quand t'écris un texte d'amour, tu peux pas faire un truc à moitié. Il faut vraiment qu'il soit beau, il faut qu'il soit réussi. Tu peux pas te foirer sur un texte d'amour. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous ne souhaitez pas être un porte-parole, mais vous sentez que vous avez fait changer l'image du slam dans l'opinion publique ou dans le grand public, on va dire. Non, pas vraiment. Le slam, c'est vrai que c'était assez confidentiel. C'était essentiellement dans des petits bars, loin de toute activité commerciale. Donc c'est vrai que moi, avec ce disque, comme
j'ai été assez médiatisé et tout, j'ai pu essayer de mettre le slam en avant. J'ai toujours essayé, le projecteur qui était sur moi, de le dévier aussi sur le slam. J'ai toujours essayé d'expliquer vraiment ce qu'était le slam. Parce que pour moi, un disque, c'est tout sauf du slam. Le slam, c'est dans les petits bars, c'est le partage de la scène, c'est a cappella. Donc voilà, donc du coup, ouais, je sais que j'ai participé en tout cas à le faire connaître au grand public. Mais en tout cas, voilà, le slam a besoin de personne pour continuer son petit bout de chemin. Mais en tout cas, il a été un peu plus mis en lumière. Ouais. Bon, je sais pas si le slam n'a pas besoin de Grand Corps Malade, mais nous, on a besoin de Grand Corps Malade. On va vous écouter donc dans Père et Mère. Avec plaisir. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous allez écouter, je dis bien écouter, Grand Corps Malade, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vais vous faire un texte qu'on a entre slameurs, on appelle ça un texte technique. Ça s'appelle Père et Mère. Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans sommaire et sans faire d'impair, j'énumère pêle-mêle, père, mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des mères diques. Il y a des mères un peu pères et des pères mamans. Il y a des pères intérimaires et des pères manants. Il y a les pères imaginaires, les pères fiction, ou bien les pères qui coopèrent à la perfection. Il y a des pères sévères et des mercenaires, des mères qui interdisent et des permissions. Il y a des pères nuls et des mères extra. Or, 10 mères ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. Il y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent, oubliant les commères et les langues de vipères. Il y a les remères qui cherchent des repères, refusant les pépères amorphes, mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce. Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère, les pères primaires, les perfides, les personnels qui ont le mal de mer, ceux qui laissent les mères vexes et les perplexes. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a une mère candide et un père aimable, il y a une mère rigide et imperméable. Il y a des pères absents et des mères usées, il y a des mères présentes et des pères fusées. Il y a des mères choyées et des mères aimées, il y a des pères fuyants et des pères aimés. Il y a la mère intéressée et la mère vile, l'argent du père en péril face à la mère quantile. Il y a les pensions alimentaires, les pères crédits, les pères du week-end et des mercredis. Il y a des pères hyper forts et des mères qui positivent, ou les coups de blouse qui perforent, les mères sans perspective. Mais si les persécutés, le père sait quitter. Et si la mère pleure, c'est l'enfant qui perd. Mais si la mère tue, l'amertume, la magie s'éveille. Et au final, qu'elle soit jeune ou vieille, la mère veille. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair, et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes, perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète. Il y a la mère célibataire persuadée de n'être personne et qui attend dans ses chimères que derrière la porte un personne. Il y a les mères soumises et les pères pulsions. Il y a les mères battues et les percussions. Il y a les mères en galère à cause des pervers, des perturbés. Alors il y a la mère qui se casse, il y a les perspicaces. En revanche, si le père et la mère s'acoquinent et vont se faire mettre, si je peux me permettre, la tension est à 10 000 ampères. Car quand le père est en mer et que la mère obtempère, c'est la hausse du mercure car le père percute et la mère permute. Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance, de ce perforant impertinent. Telles sont les péripéties du père dur face à l'éphémère. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et à la fin de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère pour dire à ma mère et à mon père merci. Merci beaucoup.